Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ma première vidéo sur téléphone, écoutez, j'espère que ça va le faire au niveau du montage, au niveau de la mise en scène, le temps que mon PC soit réparé, le temps que je récupère tout mon matos, ça va prendre du temps. Donc je vais m'entraîner un petit peu sur le logiciel de montage sur téléphone. Ça devrait le faire normalement. En tout cas, merci à vous tous, merci à tous mes abonnés pour votre soutien, pour vos messages, pour vos mails également. Merci pour vos dons aussi, j'oublie j'oublie d'en parler. Merci infiniment pour votre soutien, merci infiniment pour votre positivité, merci pour vos bonnes énergies, pour vos belles ondes. Vous êtes géniaux, merci à vous tous. Aujourd'hui, vidéo pas spéciale mais presque, je vais vous parler d'une mini-série Netflix qui vient de sortir ce 13 septembre, Tapie, une mini-série centrée sur l'histoire, sur le parcours de Bernard Tapie, de notre nanar, une série réalisée par Tristan Segela. Alors Tristan Segela, honnêtement, c'est pas un réalisateur que j'affectionne particulièrement. En fait, il est principalement connu pour avoir réalisé des comédies un peu débiles, du genre 16 ans ou presque, un truc comme ça, avec Laurent Lafitte, le même acteur qui joue justement Bernard Tapie dans la mini-série Tapie. Le gros de la filmographie, ouais, de Tristan Segela, c'est oui des films, des comédies américaines des comédies françaises pardon à gros budget, mais très inspirées des comédies américaines style Projet X ou des trucs comme ça. En gros, des films avec une originalité niveau zéro. Puis bon, c'est des films qu'on a vus 150 fois aux États-Unis en beaucoup mieux. Et bon, c'est vrai que ces films à lui, ils n'ont pas vraiment une certaine empreinte particulière. Enfin, c'est des films qui resteront pas dans l'histoire. Et honnêtement, j'avais peur de cette série qui met quand même en scène un personnage de notre histoire moderne. Alors, pour les plus jeunes qui connaissent pas, Bernard Tapie, car j'ai du mal à imaginer des gamins de moins de 25 ans connaître Bernard Tapie, alors ça va être compliqué de résumer un homme pareil en une seule phrase, mais grosso modo c'est un petit peu notre Jordan Belfort national, là pour le coup notre Lou d'Aubervilliers. Il est principalement connu pour avoir été, on va dire, un homme d'affaires, et plutôt un homme d'affaires qui a mouillé dans toutes sortes de combines, qui l'ont emmené de procès en procès, mais Bernard Tapie ce n'est pas que ça. Je rappelle que Bernard Tapie d'ailleurs nous a quittés il y a 2 ans, et ça me fait encore bizarre de le dire, parce que même si en soi j'ai jamais réellement suivi le personnage, je l'ai toujours connu en fait dans les médias, à la télé, dans les années 90, les années 2000, les années 2010, enfin il gravitait un peu dans le monde médiatique, parfois malgré lui, notamment par rapport à ses procès. En tout cas, j'ai toujours le sentiment de l'avoir connu, et c'est vrai que j'ai encore du mal à réaliser 2 ans après sa mort qu'il est plus là, quoi. Et en gros, Bernard Tapie, c'est un homme qui a accumulé plusieurs cordes à son arc. Alors après, je parlerai du personnage en détail après avoir parlé de la série, mais en gros, pour les jeunes qui connaissent pas, donc Bernard Tapie, c'était un homme d'affaires, c'était un chanteur, c'était un entraîneur d'une équipe de football, l'OM en particulier, c'était un homme politique également, c'était un acteur aussi, le mec a tout fait, quoi. Et ça, on parlera de ça un petit peu plus tard, on parlera de son CV, de son histoire, mais avant tout, je vais vous parler de cette mini-série, Tapie, donc, car il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais être clair, je vais être honnête, cette série, même si je m'attendais vraiment à quelque chose de naze par rapport au CV de Tristan Segela, je m'attendais à quelque chose de naze, quelque chose de typiquement français dans la mise en scène, c'est-à-dire, voilà, ça va être un truc qui va se dérouler dans les années 70, donc ça va y aller à fond les ballons concernant les références de la pop culture de l'époque. On va avoir droit à toute la ramification classique des clichés, des biographies françaises comme on a eu pour Clo-Clo, Mesrine, la French, tout ça, c'est-à-dire le mec, le personnage principal qui est un peu désabusé, qui se bat contre tout le monde, avec sa femme qui l'engueule parce que voilà, il fait des conneries, puis il va sûrement foutre tout le monde, il va foutre tout le monde dans le sbull ou je sais pas quoi. Enfin, c'est à peu près toujours, c'est ce que j'ai ressenti dans la bande-annonce. Je me suis dit, oula, bon, ils vont nous refaire encore allez, c'est un truc qu'on a déjà vu 150 fois, ça sent le téléfilm version Netflix. Et puis finalement, je me suis complètement planté. La série est excellente, intéressante, passionnante. Pas incroyable dans le sens de la mise en scène, vous attendez pas un truc à la Avatar 2, y a pas de grand travelling, de grande mise en scène de ouf, comme dans un blockbuster, c'est des chants contre chants classiques, mais par contre avec une certaine forme de qualité, une certaine forme de beauté dans la mise en scène, ça il faut le souligner. Une musique qui n'est pas omniprésente, et ça fait du bien, ça c'est un bon point concernant cette mini-série. Certes, il y a pas mal de musiques d'époque qui sont implantées exprès pour montrer qu'on est bien dans les années 70, les années 80, 90, mais c'est pas trop mis en avant, c'est un petit peu mis en retrait. Ils ne misent pas à fond là-dessus pour bien appuyer le côté, bon écoutez les gars, on est une série historique, donc on va bien appuyer là-dessus pour montrer qu'on est dans cette époque-là. Non. C'est plutôt assez discret puis assez raccord, et surtout il n'y a pas une bande son, donc c'est-à-dire pas des musiques d'époque, il n'y a pas une bande son, vous savez, la musique classique, les musiques de film, il n'y a pas une bande son omniprésente, et ça c'est hyper important, j'ai remarqué. Pour moi les œuvres de qualité, c'est souvent justement des films où la bande son est plutôt discrète, voire presque inexistante, et là la bande son est presque inexistante dans le sens où toutes les scènes clés,
toutes les scènes les plus marquantes, il y a pas une musique par-dessus et c'est très fort parce que justement, quand vous mettez pas de musique, vous avez intérêt à avoir des acteurs en béton et s'il y a bien un élément pour lesquels enfin, s'il y a bien un point positif pour cette série, c'est l'acting, c'est le jeu des acteurs. Tapi, au niveau de son jeu d'acteur général, c'était excellent. Que des bons acteurs, que des gens qui crèvent l'écran, une prestation absolument incroyable, notamment de Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie. Alors que pourtant, physiquement, ces deux-là se ressemblent pas vraiment. Un gros effort a été fait du côté du maquillage, justement, pour rendre Laurent Lafitte presque plus Bernard Tapie que Bernard Tapie. Physiquement, d'ailleurs, ils sont tous les deux assez différents, étant donné que Laurent Lafitte, c'est plutôt une grande perche, 1m90, alors que Bernard Tapie, nanar, c'est plutôt un gars de taille moyenne, trapu, assez solide. C'est pas vraiment le même physique. Pour autant, et ben on croit vraiment, des fois j'avais l'impression, j'avais du mal à différencier Bernard Tapie de Laurent Lafitte. Le seul acteur pour moi qui vaut pas le coup dans cette série, et je vais choquer, je vais énerver du monde, mais c'est Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, je l'adore, je l'aime bien comme tout le monde, c'est un type qui est attachant, qui est intéressant, mais il ne sait pas jouer. Enfin, du moins, il ne sait pas jouer autre chose que Fabrice Lucchini. Quand on regarde Fabrice Lucchini dans un film, eh ben on voit Fabrice Lucchini, on voit pas le personnage qu'il incarne. Vous pouvez le déguiser en Jules César, en Eisenhower, en Adolf Hitler, en Gandhi, en ce que vous voulez, vous verrez toujours Fabrice Lucchini avant le reste, parce qu'il a une personnalité beaucoup trop exubérante, beaucoup trop Fabrice Lucchinienne, donc en gros on a du mal à le visualiser en autre chose que ce qu'il est vraiment. Donc en soi, c'est pas vraiment son rôle, le rôle qu'il incarnait, c'était pas un personnage incroyable. Pour moi, c'était le plus mauvais acteur du groupe, dans le sens où quand on le voit, on voit Fabrice Lucchini. Par contre, quand on voyait Laurent Lafitte, eh ben on voyait pas forcément Laurent Lafitte, et c'est ça justement ce qui fait qu'un acteur est bon et est excellent, c'est que on arrive à détacher sa personnalité de son personnage. Et malheureusement, des gars comme Lucchini, on ne voit que lui, et donc on a du mal à l'identifier comme autre chose, alors que Lafitte, il a réussi à s'implanter dans son rôle, s'effacer complètement, et on ressent bien que c'est un acteur de théâtre, un acteur qui a fait les planches, et c'est pour ça qu'il crève l'écran. Je ne vais pas spoiler sur l'histoire en elle-même, parce qu'il y a trop de choses à dire. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de storytelling, en soi, c'est pas une biographie ultra fidèle, vraiment au millimètre près, c'est normal, il n'y a aucune réelle biographie qui est vraiment fidèle à 100%, il faut bien qu'il y ait un peu de fantaisie, il faut bien qu'il y ait un petit peu d'action, il faut bien qu'il y ait un petit peu de magie, en quelque sorte. Bon là, il n'y a pas d'action, attention, d'ailleurs, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas de scène, parce que oui, c'est pas un film sur Mesrine non plus, mais il n'y a pas, vous savez, des trucs vraiment impressionnants, on sent bien qu'ils n'ont pas voulu en faire des caisses, tout se joue réellement sur le relationnel entre les personnages, et ça, c'est vraiment un gros point fort, surtout avec des acteurs aussi talentueux que ceux qu'on a vus, ceux que j'ai vus dans cette série. Mention spéciale aux scènes d'émotion, peut-être une des plus belles que j'ai vues pour une production française, les scènes d'âme. Pas d'amour, parce que d'ailleurs, ça, il faut le noter aussi, Bernard Tapie, c'était un homme à femme, c'était un homme qui plaisait à beaucoup de nanas, forcément, c'était un beau gosse, c'était un tchad, c'était un mec qui avait une prestance pas possible, c'était un être exceptionnel, mais ça, on va en parler un peu plus après. Je précise que j'ai un avis. J'ai toujours eu un a priori négatif par rapport à Bernard Tapie, mais ça j'en parlerai davantage dans l'autre partie, hein, vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus, parce que je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent de Bernard Tapie, mais j'ai envie de vous parler de quelque chose, j'ai envie de souligner un truc que je pense que pas vraiment grand monde ont réussi à souligner et retenir du personnage. Bref, en tout cas, dans cette mini-série, les séries françaises, les films français, vous les connaissez, ils sont très forts pour nous mettre des scènes d'amour, des scènes de huc un peu gênantes, un peu malaisantes, et là, pour le coup, on n'a pas droit à une seule, on a juste droit à des scènes où Tapie embrasse sa femme, et c'est généralement des scènes vraiment très réussies, comme par exemple la scène où Bernard Tapie embrasse sa seconde femme, cette scène magnifique où ils sont dans Paris, où ils deviennent amoureux tous les deux, puis à un moment, hop, elle l'embrasse dans une rue. C'est la façon dont c'est mis en scène, la façon dont c'est tourné, c'est magnifique en fait, c'est qu'il n'y a pas de musique par-dessus d'ailleurs, en plus c'est cool, et on sent que le jeu d'acteur est vraiment dedans, vraiment, les acteurs sont investis, et ça se sent, et ça fait du bien, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans une série et dans un film français. Alors que pourtant physiquement ces deux-là se ressemblent pas vraiment, un gros effort a été fait du côté du maquillage justement pour rendre Laurent Lafitte presque plus Bernard Tapie que Bernard Tapie. Physiquement d'ailleurs ils sont tous les deux assez différents, étant donné que Laurent Lafitte c'est plutôt une grande perche 1m90, alors que Bernard Tapie, nanar, c'est plutôt un gars de taille moyenne, trapu, assez solide, c'est pas vraiment le même physique. Pour autant, et ben on croit vraiment, des fois j'avais l'impression, j'avais du mal à différencier Bernard Tapie de Laurent Lafitte. Le seul acteur pour moi qui vaut pas le coup dans cette série, et je vais choquer, je vais énerver du monde, mais c'est Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, je l'adore, je l'aime bien comme tout le monde, c'est un type qui est attachant, qui est intéressant, mais il ne sait pas jouer. Enfin, du moins, il ne sait pas jouer autre chose que Fabrice Lucchini. Quand on regarde Fabrice Lucchini dans un film, eh ben on voit Fabrice Lucchini, on voit pas le personnage qu'il incarne. Vous pouvez le déguiser en Jules César, en Eisenhower, en Adolf Hitler, en Gandhi, en ce que vous voulez, vous verrez toujours Fabrice Lucchini
avant le reste, parce qu'il a une personnalité beaucoup trop exubérante, beaucoup trop Fabrice Lucchinienne, donc en gros on a du mal à le visualiser en autre chose que ce qu'il est vraiment. Donc en soi, c'est pas vraiment son rôle, enfin le rôle qu'il incarnait, c'était pas un personnage incroyable. Pour moi, c'était le plus mauvais acteur du groupe dans le sens où quand on le voit, on voit Fabrice Lucchini. Par contre, quand on voyait Laurent Lafitte, eh ben on voyait pas forcément Laurent Lafitte. Et c'est ça justement ce qui fait qu'un acteur est bon et est excellent, c'est que on arrive à détacher sa personnalité de son personnage. Et malheureusement, des gars comme Lucchini, on ne voit que lui, et donc on a du mal à l'identifier comme autre chose, alors que Lafitte, il a réussi à s'implanter dans son rôle, s'effacer complètement, et on ressent bien que c'est un acteur de théâtre, un acteur qui a fait les planches, et c'est pour ça qu'il crève l'écran. Je ne vais pas spoiler sur l'histoire en elle-même, parce qu'il y a trop de choses à dire. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de storytelling, en soi, c'est pas une biographie ultra fidèle, vraiment au millimètre près, c'est normal, il n'y a aucune réelle biographie qui est vraiment fidèle à 100%, il faut bien qu'il y ait un peu de fantaisie, il faut bien qu'il y ait un petit peu d'action, il faut bien qu'il y ait un petit peu de magie, en quelque sorte. Bon là, il n'y a pas d'action, attention, d'ailleurs, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas de scène, parce que oui, c'est pas un film sur Mesrine non plus, mais il n'y a pas, vous savez, des trucs vraiment impressionnants, on sent bien qu'ils n'ont pas voulu en faire des caisses, tout se joue réellement sur le relationnel entre les personnages, et ça, c'est vraiment un gros point fort, surtout avec des acteurs aussi talentueux que ceux qu'on a vus, enfin ceux que j'ai vus dans cette série. Mention spéciale aux scènes d'émotion, peut-être une des plus belles que j'ai vues pour une production française, les scènes d'âme. Pas d'amour, parce que d'ailleurs, ça, il faut le noter aussi, Bernard Tapie, c'était un homme à femme, c'était un homme qui plaisait à beaucoup de nanas, forcément, c'était un beau gosse, c'était un tchad, c'était un mec qui avait une prestance pas possible, c'était un être exceptionnel, mais ça, on va en parler un peu plus après. Je précise que j'ai un avis. J'ai toujours eu un a priori négatif par rapport à Bernard Tapie, mais ça j'en parlerai davantage dans d'autres parties, vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus, parce que je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent de Bernard Tapie, mais j'ai envie de vous parler de quelque chose, en fait, j'ai envie de souligner un truc que je pense que pas vraiment grand monde ont réussi à souligner et retenir du personnage. Bref, en tout cas, dans cette mini-série, les séries françaises, les films français, vous les connaissez, ils sont très forts pour nous mettre des scènes d'amour, des scènes de huc un peu gênantes, un peu malaisantes, et là, pour le coup, on n'a pas droit à une seule, on a juste droit à des scènes où Tapie embrasse sa femme, et c'est généralement des scènes vraiment très réussies, comme par exemple la scène où Bernard Tapie embrasse sa seconde femme, cette scène magnifique où ils sont dans Paris, où ils deviennent amoureux tous les deux, puis à un moment, hop, elle l'embrasse dans une rue. Enfin, c'est la façon dont c'est mis en scène, la façon dont c'est tourné, c'est magnifique en fait. C'est qu'il n'y a pas de musique par-dessus d'ailleurs, en plus c'est cool. Et on sent que le jeu d'acteur est vraiment dedans. Vraiment, les acteurs sont investis et ça se sent. Et ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans une série et dans un film français. Les scènes également où il s'entretient, enfin les scènes où on le voit avec sa première femme également, pareil, et la scène où il se rabiboche, la scène, mention spéciale d'ailleurs au jeu d'acteur de la gamine qui joue la première fille de qui joue la petite fille de Bernard Tapie. La gamine, elle a moins de 10 ans et pourtant elle crève l'écran, elle est juste adorable, et il y a vraiment des scènes, des plans intelligents, des plans vraiment qui dénotent une grande chaleur humaine, et ce qui est bien dans cette série, c'est qu'ils ont vraiment mis à fond tout ils ont vraiment mis en abîme la psychologie des personnages, vraiment ils ont mis en abîme le mindset de Tapie, sa vision du monde, sa personnalité, son humanité, ainsi que l'humanité de tous les autres personnages qui le ceinturent. Et bref, c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est quelque chose vraiment que j'ai adoré. Là pour le coup, on s'intéresse pas au superflu, vraiment on se focus sur la psychologie des personnages, sur leur psyché, sur leurs désirs, sur leurs envies, sur sur tout quoi, sur l'essentiel. Et donc en plus avec une mise en scène vraiment raccord, voilà, sur ses débuts dans les années 70, quand il commence à démarrer dans le business. Au début on le voit, il essaye de faire de la chanson, après il essaye de monter des business de télé, ensuite il essaye il monte son magasin, enfin c'est passionnant, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment super intéressant, et là on va directement passer à la partie où j'ai envie de vous parler de Bernard Tapie, de Nanar, car il y a beaucoup de choses à dire, et si j'ai fait cette vidéo c'est principalement parce que j'ai envie de parler de lui, et j'ai envie un petit peu de parler de certains sujets par rapport à ce personnage, par rapport à ce qu'il incarnait, par rapport à ce que la France est en train de devenir maintenant. Ouais, je pars loin, je sais. Alors pour commencer, Nanar, j'ai toujours eu un avis négatif sur lui. Moi j'ai simplement récité ce que tout le monde disait autour de moi, c'est-à-dire Tapie escroc, Tapie vendu, Tapie démago, voleur, ce que vous voulez. Le mec a fait couler des entreprises, il a mis des ouvriers au chômage, enfin bref, il a détourné du pognon, il a fait de la zonzon pour ça. En gros, on me l'a toujours vendu comme une ordure, et c'est vrai que moi j'ai suivi le mouvement, quoi. Et c'est vrai que quand je regardais ses interviews, pour moi je le voyais un petit peu comme un gros capitaliste hardcore, prêt à vous bouffer presque. C'est l'image que j'en avais. Et ce qui était en plus, moi ce que je suivais pas mal, c'était les interviews de politique de l'INA.
Et je me souviens bien il est principalement connu pour ça d'ailleurs dans le monde de la politique, il est connu pour son entretien, enfin ses entretiens avec Jean-Marie Le Pen. Et il faut noter d'ailleurs que ces entretiens qui ont eu lieu, je crois, en 88 et en 94, c'est des entretiens très intéressants, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, vous savez, comme aujourd'hui les discours politiques, les discours politiques aujourd'hui, c'est entre les deux, enfin les d'un côté, ils vont nous faire à fond de l'émotionnel, ils vont employer des termes vraiment, mais ultra primitifs, genre haine, repli sur soi, enfin des trucs, vous savez, voilà, des trucs de gogo, quoi, classiques, pour faire peur un peu à la ménagère, quoi. En gros, ah là là, vous vous repliez sur vous-même, vous incarnez la haine, ceci, machin. Et de l'autre côté, il va y avoir des discours hyper compliqués à coups de chiffres, de statistiques, de machin, d'analyse. Bon, bref, c'est entre les deux, ça a à la fois un mix aujourd'hui, les discours politiques entre. C'est comme s'ils s'adressaient à des débiles mentaux ou à des bacs plus 5, quoi. Alors que dans les discours de l'époque, bon, bah là, on avait l'impression, enfin, moi j'avais le sentiment que ça s'adressait aux adultes. Et l'entretien, le face-à-face qu'il y avait entre Tapie et Jean-Marie Le Pen, mais c'est du caviar, quoi, parce que c'était vraiment des politiques qui se parlaient avec une certaine élégance, une certaine prestance, et c'était fascinant, c'était passionnant, puis les mecs se parlaient avec respect, même s'ils étaient en soi des ennemis idéologiques, ils se parlaient avec une certaine forme de respect, d'égal à égal. En fait, quand je voyais Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie qui s'affrontaient tous les deux, moi je voyais deux bonhommes qui étaient intelligents, qui avaient chacun leur personnalité, et ça fait pour moi, je pense, partie des débats les plus intéressants que j'ai pu voir de tous les débats politiques confondus, parce que le gros des débats politiques, c'est des hommes politiques issus de grandes écoles qui s'affrontent à coups de verbe, alors que là on avait vraiment, là pour le coup, deux mecs qui étaient un peu issus, qui avaient vraiment un parcours différent dans la politique. C'est des gars qui se sont construits tout seuls, je parle bien de Jean-Marie et de Bernard, hein. C'est quand même deux CV atypiques, surtout dans le cas de Bernard. En tout cas, c'est vraiment, quand vous les regardez dans les interviews, c'est vraiment passionnant. Et le truc, c'est que à l'époque, moi je voyais bien que c'était un petit peu un démago, le Bernard, hein, quand il nous vendait l'immigration, c'est fantastique, c'est génial, machin, alors que le mec, c'était, comme tous les autres, finalement, c'était un mec voilà, qui était riche à millions, qui vivait dans un coin préservé, qui était à des années-lumière de ce que vivaient les Français au quotidien, et c'est d'autant plus ironique, enfin, c'est presque enfin, c'est terrible pour lui, hein, mais peu avant qu'il meure, si vous n'êtes pas au courant, Bernard Tapie s'est fait défoncer la gueule, lui et sa meuf, enfin lui et sa femme, chez eux, par des wesh et des lascars, des personnes qu'ils ont toujours défendu, enfin qu'il a toujours défendu tout au long de sa carrière, en mode ah oui, mais ces gens-là sont pas forcément mauvais, il y a des bons gars là-dedans, etc. Ils sont pas tous comme vous les dénoncez, vous les gens de l'extrême droite, machin. Pas de bol, hein, le pauvre Bernard, il se fait défoncer chez lui, quoi. Il s'est fait exploser la tronche, lui et sa femme, quand même, c'est pas rien. C'est pas genre les mecs qui rentrent chez lui, ils lui déboîtent sa gueule devant sa gonzesse, et voilà, non, c'est genre ils déboîtent la femme, quoi. C'est les mecs sans honneur, quoi, vraiment la vermine totale. Tout ça pourquoi? Tout ça pour une Rolex et 500 balles, quoi. Et à l'époque, j'ose dire que je m'étais dit, ah bah tiens, tu vois, bien fait pour ta gueule, tiens, parce que t'avais qu'à pas, justement, faire comme tous les autres, défendre tous les mecs qui pourrissent la vie au quotidien des Français, quoi, et des pauvres surtout. Il est mort, et quand il est mort, écoutez, pareil, j'ai eu un avis assez négatif, hein, je vais le dire. Je vais dire, bon, ça fera un pourri, un corrompu en moins. Et puis un pote m'a envoyé une vidéo de lui, une interview, et je me suis dit, vas-y, m'emmerde pas avec lui, c'est bon, il est plus là, vas-y, maintenant, on passe à autre chose. J'ai regardé l'interview, et je me suis dit, ah ouais, ah non, en fait, c'était... Enfin, là, j'ai eu comme une espèce d'éclair, je me suis dit, ah oui, en fait, ce gars-là, en fait, on n'en reverra plus, quoi. Mais on n'en reverra plus dans le... Enfin, des gars comme lui, des gars comme Bernard Tapie, il y en a un tous les 100 ans, quoi. Il y en a un sur 100 millions, peut-être. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, en fait, ce gars-là, faut que j'arrête de dire en fait, excusez-moi, c'est mon petit tic, faut que je travaille ça. Mais c'est que Bernard Tapie, j'ai pas envie de dire il est né dans la mauvaise époque, mais il est peut-être né dans le mauvais pays, quoi. Mais par contre, on peut apporter certaines qualités à Bernard Tapie, parce qu'en dépit de tous ses défauts, des défauts que j'ai soulignés tout le long de ma vie sans trop rechercher, parce que c'est vrai que moi, quand je l'ai connu, Bernard Tapie, à la télé, dans les années 2000, je voyais un mec qui était traîné de procès en procès. Le gars, ils l'ont fait chier, il a passé sa vie à batailler dans les tribunaux, à passer comment ça s'appelle, des réunions, enfin il était invité à des, on venait le chercher pour qu'il fasse des réunions publiques, des trucs comme ça où il devait expliquer, rendre des comptes, etc. Donc moi dans ma tête, inconsciemment, pour moi c'était un mec incorrompu qui enfin passe à la casserole. Mais avec le recul, je me dis que Bernard Tapie, la série, je pense, m'a un petit peu ouvert les yeux par rapport à ça en plus, par rapport à tout ce que j'ai pu voir comme interview après sa mort, c'est que je pense que Bernard Tapie a un petit peu servi d'homme de paille. En gros, c'est le mec issu d'un milieu social très modeste, qui a été dans la politique, et je pense que les mecs dans la politique ont voulu un peu le baiser, parce que c'était un gars qui n'était pas issu du sérail, qui était issu d'un autre monde, et les gars, ils ont dû en profiter, les politiques, ils ont dû en profiter, parce que ce mec-là, il n'était pas du tout de leur monde, pas du tout de leur univers, et écoutez, parfait, génial. Plus qu'à le balancer, il n'y a plus qu'à sortir ses casseroles, le balancer devant les tribunaux, et c'est bon, la magie fera le reste. Et en fait, le gars, ce qu'il a fait, c'est que pendant plus de 20 ans, en gros, il a alterné entre la zonzon et les comment s'appelle, les tribunaux pour essayer de s'en sortir.
Et je pense que ce gars-là, bah, il rend des services aux politiques justement en ayant les projos braqués sur lui parce qu'il occupait de la bande passante. Tout le monde était focus sur Bernard Tapie et on oubliait justement les autres politiques qui faisaient des conneries, qui faisaient des dingueries, qui étaient des corrompus jusqu'à l'os. Et voilà, et puis ces mecs-là, ils ont mis Tapie sur le devant de la scène pendant qu'eux faisaient leur combine de l'autre côté. Et je pense que Tapie a principalement servi à ça. Je prends les coups dans la gueule pour tout le monde, je me défends comme je peux avec ma dignité et puis avec mes arguments, puis je pense pas qu'elle était foncièrement malhonnête ni trop ni toujours coupable en fait, il a ses défauts, il a dû faire des conneries, c'est sûr et certain, ça a même été prouvé, mais je pense pas non plus que c'était le diable en personne, surtout par rapport à certains, alors que d'autres derrière en politique, je pense qu'ils ont mouillé dans des affaires beaucoup plus glauques, beaucoup plus louches et beaucoup plus hardcore quoi. Et avec le recul, en fait, j'ai du mal à jeter la pierre à Tapie, sachant que c'est un gars qui est venu d'un milieu qui le prédisposait en rien à monter là où il est monté. Parce que, pour rappel, Bernard Tapie a été chanteur, il a été homme d'affaires, je veux dire, il tenait plusieurs business, il a été dans la politique, il a été, je veux dire, un ministre, un député, je crois, sous Mitterrand, il a été entraîneur de l'OM. Combien de personnalités dans le monde, surtout en France, combien de self-made man, combien de mecs issus d'un milieu d'ouvriers a pu arriver à ce niveau-là? Et je vous mets au défi de me trouver une personnalité comme lui. Ça se compte sur les doigts d'une main, et je dirais même qu'il n'y en a peut-être qu'un seul, c'est Bernard Tapie. Alors, Bernard Tapie a un petit peu exagéré son storytelling en mode ah oui, mais moi je viens d'une famille modeste, parce que c'était au moment où il devait défendre le plan banlieue de Mitterrand. En gros, son argument à lui, c'était bah oui, moi je connais la banlieue, j'y ai vécu, j'ai grandi, donc je sais ce que c'est, je sais ce que vivent les jeunes. Non, c'est pas vrai. Bernard Tapie, oui, d'accord, il vient de la banlieue, mais il vient de banlieue tranquille. Il habitait dans une maison de banlieue périphérique, dans un quartier tranquille, très préservé, où il n'y avait pas de caïra, pas de shit, pas de drogue, il n'y avait pas de mecs en scooter qui faisaient des rodéos devant chez lui. Son père, il était chauffagiste, il gagnait assez bien sa vie, au point que sa mère n'avait pas besoin de travailler, donc sa femme n'avait pas besoin de travailler, donc il avait une mère au foyer. Puis lui, quand il rentrait de l'école, il allait jouer avec ses copains, faire du foot, en sortant de chez lui, quoi. C'était pas hardcore ce qu'il vivait, quoi. C'était pas la vie de cité comme on nous vend, où il y avait du trafic ou des trucs comme ça, quoi. Non, non. Donc il vient de la banlieue, oui, mais il vient de la banlieue vraiment tranquille d'Aubervilliers. Et le truc, c'est que malgré tout, même si en soi il n'a pas vécu dans les bas-fonds comme il sous-entendait, comme quoi en gros, ouais, c'était compliqué, etc., il a mangé 3 fois par jour, il allait à l'école comme tout le monde, c'était pas la misère sociale, on n'était pas en Inde, quoi. Et pour autant, c'est quand même compliqué de la part d'un prolo, comme il l'était, parce que oui, c'est un prolo, de s'élever là où il s'est élevé. Et ça, honnêtement, pour moi, en tant que prolo, en tant que pauvre, je ne peux qu'admirer ce genre de parcours. Et j'ai d'autant plus de mal à le juger par rapport à ce qu'il a fait, sachant que, parce que c'est ça le truc, c'est que tout le monde dit, ah ouais, Tapie, vous avez vu ce qu'il a fait, les magouilles, les machins, etc. Mais en même temps, comme la série le montre très bien, à un moment, il en parle à la fin, dans un dialogue exceptionnel, super scène, à la fin, le dialogue qu'il a avec le procureur, il le sous-entend, et ça j'aime bien, c'est du petit lait pour moi, c'est comme il dit, en gros, oui mais moi attendez, pour m'élever, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai dû jouer des coudes, j'ai dû me démerder, moi j'avais pas eu la chance comme certains d'être issu de milieux privilégiés, j'ai pas eu la chance comme certains d'avoir le portefeuille de papa-maman, j'ai pas eu la chance d'avoir le répertoire de la famille, j'ai pas eu la chance d'avoir les pistons, les petits coups de main, les écoles privées, etc. C'est ça la réalité, on peut reprocher ce qu'on veut à Tapie, mais au moins le mec avait sa force de travail pour s'en sortir. Alors après vous allez me dire, oui mais il aurait très bien pu monter sa boîte, sa société, il aurait pu s'en sortir autrement, etc., de façon honnête, etc. Oui mais le truc c'est que Tapie, il voulait vraiment de l'argent, il voulait vraiment être riche, et bon, il voulait être autre chose qu'un simple chef d'entreprise qui fait 70 heures par semaine et qui finit par claquer d'un cancer à 50 balais, quoi, après avoir subi des pressions de malade. Comment ça s'appelle, bon, quelque part il est mort d'un cancer aussi, mais c'est encore un autre niveau, quoi, parce qu'il a vécu des trucs de ouf, quoi, pour un mec de cette époque-là. Parce que, pareil aussi, il faut comprendre. Donc c'est pour ça aussi je suis admiratif de son parcours, étant donné que le mec est parti de rien, vraiment, et juste avec ses agnacs, son énergie, et le fait qu'il a réussi à s'entourer de gens aussi qui étaient fascinés par son charisme, ça force le respect. Je suis désolé, quoi qu'on pense de lui, ça force le respect. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il a fait un truc qui demandait un courage de malade. Parce que pour l'époque, c'est là où je vais rentrer un peu plus dans l'analyse, on est dans les années 70. Et les années 70, c'est pas les années 2000, vous vous doutez bien. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous verrez toujours des influenceurs vous expliquer comment devenir millionnaire en 2 semaines, juste avec un site Internet et en bossant 2 heures par jour. Enfin, aujourd'hui, on croule sous les influenceurs qui vous expliquent comment devenir riche, 1 million, etc. Machin. Aujourd'hui, c'est devenu dans les mœurs. C'est connu, les influenceurs qui vous vendent des formations pour devenir riche, etc. Donc, on a un peu l'habitude de ce monde-là, quoi. Les mecs, les gamins qui veulent s'en sortir, qui veulent devenir riches, etc. En passant par des raccourcis, on va dire les choses franchement, de façon grossière.
Alors que Bernard Tapie, lui, il avait ce mindset déjà dans les années 70. Vous vous rendez compte? À l'époque où il n'y avait pas d'internet ou des trucs comme ça. Le mec, il voulait devenir millionnaire, milliardaire, dans une époque où franchement c'était presque impensable d'imaginer ça quand on était un prolo. Quand vous vouliez devenir milliardaire, bah, vous compreniez que c'était possible que si vous apparteniez à une grande famille issue de la noblesse ou un truc comme ça. Mais pour un pauvre, c'était impossible. Et le mec a eu ce rêve bleu je veux dire, d'en arriver là où il en est arrivé. Et à cette époque-là, dans les années 70, il s'est mangé plusieurs murs. Déjà, il s'est mangé les murs de son milieu social, c'est-à-dire un milieu d'ouvriers. Son père, c'était un communiste à l'ancienne, qui était chauffagiste, qui était un ouvrier, ouvrier honnête, qui faisait son boulot, etc., qui comprenait, enfin, qui ne, son paradigme de vie, c'était le travail avant tout. Et attention, hein, je critique en rien, c'était un métier honnête, tout ce qu'il y a de plus honnête. Puis son père avait l'air d'avoir un mindset sain. C'est très bien montré dans la série. Le truc, c'est que Tapi était confronté à ce monde-là, un monde de prolos, et chez les prolos, c'est comme ça. Ceux qui veulent s'en sortir autrement que par les études et par le travail manuel, je parle, ils sont assez mal vus. Ils sont vus comme des escrocs, des profiteurs, des resquilleurs, des trucs comme ça. Donc, ils se tapent, on va dire, ils sont pas vraiment soutenus, hein, surtout en France, où on voit le business vraiment comme quelque chose de négatif, de presque honteux. Ça, c'est l'héritage catholique. Hein. L'argent, c'est pas bien. D'ailleurs, c'est assez paradoxal de voir que le gros des cathos sont souvent des bourgeois, d'ailleurs. Vous allez à l'église le dimanche, vous verrez pas beaucoup d'ouvriers, hein, vous verrez principalement des cadres, des fonctionnaires, des mecs, des avocats, j'en sais rien, des gens bien placés. C'est assez paradoxal, hein, sachant que les cathos sont plutôt normalement techniquement anti-argent presque. Et les prolos, pour le coup, ils vont plus du côté des protestants, qui eux, par contre, ont un discours plus décomplexé par rapport à l'argent. Donc il avait les prolos à se taper de son côté en mode bah non mec, tu peux pas faire ça, t'es fou, voilà, trouve-toi un métier honnête, ce genre de truc. Et en même temps il était confronté à la haine sociale des plus riches, parce qu'il faut se mettre aussi à la place dans le mindset d'un bourge ou d'un héritier, d'un rentier, d'un fils à papa. Ces gens-là, faut comprendre que, et puis moi je l'ai vécu à ma toute petite échelle, et je sais qu'il y en a qui vont reprocher ça en mode oh mais t'es chiant à toujours parler de ça, de toujours tout ramener au social, sur les gens que t'as connus, gna gna gna, t'as un discours crypto-communiste, à te plaindre des riches, etc. Mais les gars, excusez-moi de parler, je veux dire, de mon point de vue, de mon petit point de vue de pauvre prolo. Bah écoutez, moi j'ai été esclave, j'ai fait des boulots que personne voulait faire pour bouffer, quoi. Donc j'ai été, par la force des choses, confronté à des gens plus riches que moi forcément, c'était pas compliqué à trouver, et j'ai été amené à bosser comme déménageur, comme manutentionnaire, comme chauffeur, comme livreur, ce que vous voulez, comme paysagiste un petit peu, enfin comme jardinier, pour des gens qui avaient du pognon, et j'ai bien vu le regard de ces gens pour ma personne, je l'ai bien ressenti, et je l'ai ressenti dernièrement dans ma précédente coloc où j'ai été entouré d'ingénieurs, parce que j'étais dans un bled voilà, de têtes d'ampoule où il y avait que des ingénieurs ou des grosses têtes, quoi, et j'ai bien senti le mépris de ces gens-là pour moi, quoi, parce que j'étais pas issu du même monde, et surtout j'étais pas issu comme eux d'école privée, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un monde réel entre les gens de la base et les gens, bien sûr, issus des classes sociales favorisées. Je vais dire le mot franchement, favorisées. Parce que quand vous arrivez au monde et que vos parents vous foutent direct dans une école privée, que vous avez de l'argent, que vous êtes dans un environnement préservé, bah oui, vous êtes privilégié, je suis désolé. Vous êtes privilégié par rapport au petit prolo qui, lui, n'a pas du tout les mêmes connaissances que ceux-là, qui est directement télescopé dans le public et qui doit se démerder avec la diversité violente, avec en plus un environnement familial qui est pas forcément toujours agréable à vivre, où la poursuite des études n'est pas forcément bien orientée, parce que faut bien une masse d'esclaves, donc les petits prolos, c'est leur boulot à eux quelque part, hein, on leur parle pas trop d'études, on les fait pas trop rêver, puis on leur fait bien comprendre que ils vont devoir faire le boulot que personne veut faire, quoi. Et donc j'imagine pas les difficultés auxquelles Tapi a dû être confronté par rapport à ce monde-là, parce que oui, c'est un gars qui avait de l'ambition, et ça c'est encore plus mal vu justement du côté des... Allez, on va le dire grossièrement des bourges, les prolos qui essayent de s'en sortir, parce que le prolo qui veut rester à sa place, oui c'est bien petit bon toutou, c'est très bien, fais ton boulot, voilà, occupe-toi de ma bagnole, occupe-toi de ma maison, c'est parfait. Par contre, ceux qui ont une ambition de s'en sortir, de faire de l'argent, ils sont encore plus mal vus, surtout quand ils réussissent, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut ajouter. Je l'ai bien vu par rapport au regard que j'ai eu, enfin j'ai bien ressenti ça, parce que c'est ça le truc, quand vous souffrez, quand vous êtes mal vu, quand vous êtes, quand vous avez du vécu, vous ressentez les choses, vous ressentez les gens, vous avez juste avec le regard, vous savez ce que les gens pensent de vous. Et presque en fait, c'est presque comme les ondes, quoi. Genre juste avec ma copine par exemple, j'arrive à ressentir ce qu'elle ressent juste en étant à côté de moi, quoi. Je déconne pas, j'ai presque un sixième sens en fait. Je dis pas que je suis une espèce de fanatique gourou bizarre, hein, mais je veux dire les gens, quand vous faites attention, vous ressentez les gens, vous savez ce qu'ils pensent, juste à leur timbre de voix, juste à leur façon de vous parler, langage corporel. Enfin, il y a tout plein de détails qu'il faut assimiler, et il n'y a pas forcément besoin de lire ça dans des bouquins, hein, c'est avec l'expérience que vous décrochez ça.
Et le truc, c'est que j'ai bien senti, moi, de mon côté personnel, la petite jalousie un petit peu des Bourges qui voyaient que j'essaye de m'en sortir par moi-même, en montant ma petite chaîne YouTube, alors que pourtant je n'étais pas du tout prédisposé à ça, en voulant passer un diplôme qui me permettra de devenir coach sportif plus tard. En gros, je ressentais bien cette jalousie, puis cette haine sociale, une haine sociale réelle, parce que j'étais vu comme un gueux, quoi. Il n'y a pas qu'au Moyen-Âge, hein, où les gens, les seigneurs, ils méprisaient les gueux, ça a toujours existé. Et le truc, c'est que j'ose même pas imaginer ce que lui, il a dû subir à ce niveau-là. Il a bien dû ressentir ça, et ça a dû, je pense, c'est en partie une des raisons pour laquelle ils ont voulu le flinguer avec le temps. Parce que là aussi, ce tapis a fait des conneries, d'accord. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé voir tous ceux qui l'ont critiqué à sa place, à vouloir s'en sortir par lui-même. Je pense pas qu'ils auraient fait mieux, hein. Je pense qu'ils auraient peut-être même fait largement pire, quoi. Et ce que j'ai découvert chez Tapi, notamment, c'est bien montré dans la mini-série, c'est qu'il y a une scène à un moment où pareil, il passe à la télé, il chante, il fait un show à l'américaine. Mais un truc qui m'a retenu l'attention chez Tapi, et c'est vrai que j'ai remarqué ça à force de l'écouter, c'est que c'était un authentique patriote. C'était quelqu'un qui aimait son pays, parce que Tapi, avec la vie qu'il a eue, avec le pognon qu'il a gagné, il aurait très bien pu se casser aux Bahamas, à Miami, dans un pays, je sais pas où, dans un paradis fiscal. Non, il est resté en France. Peut-être qu'il aurait pas dû quelque part, mais il est resté dans son pays, quoi. Il est mort dans son pays, il est resté aux alentours de Paris, par là où il habitait. Il a, comment dire, c'était un authentique amoureux de son pays, et ça, c'était, je pense, issu de ses origines sociales, très souvent. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué chez les Bourges, c'est qu'ils ont un certain mépris pour le peuple, un mépris pour leur terre, un mépris pour le pays, parce que le pays, la nation, c'est un peu des valeurs de beauf, quoi. C'est un peu des valeurs de pauvres, en mode, tiens, oui, c'est un truc de nation beauf, c'est assez mal vu, alors que lui, on ressentait bien, quelque part chez lui, et ça se voit de toute façon dans les interviews, vous voyez bien qu'il a cette humanité, il a cette flamme, il a cette personnalité, il a cette niaque, on sent bien qu'il vient pas du même monde que ceux que ses adversaires, en gros, quoi, que ceux qui sont issus des grandes écoles. Ça aussi qui est frappant chez les gens qui ont un parcours assez atypique comme Tapi, et comme d'autres, hein, parce que c'est pas le seul à avoir monté ses business et tout, c'est que moi j'ai remarqué, pareil encore, je reviens à mon humble expérience personnelle, les gens les plus talentueux, intelligents, drôles, fascinants, intéressants, ce que vous voulez, les plus humains que j'ai pu rencontrer, c'était des gens qui avaient un parcours atypique, qui n'étaient pas forcément passés par l'école directement, qui n'étaient pas passés par l'école privée, qui étaient passés, je veux dire, par d'autres chemins. C'est les gens les plus humains, les plus attachants que j'ai jamais rencontrés. Alors que les gens les plus chiants, les plus tristes, souvent quand on gratte un peu, les plus jaloux, les plus envieux, les plus frustrés que j'ai pu rencontrer, c'était souvent des petits bourgs issus d'école, les plus complexés, les plus haineux également des pauvres. J'ai remarqué ça je tenais à le noter, et c'est, je pense, en partie dû au fait que ces gens-là ont eu la vie beaucoup trop facile. Et je dis pas, attention, que ceux qui ont fait les écoles privées, qui ont fait des trucs d'ingé, qui ont fait médecine, etc., c'est facile la vie qu'ils ont eue. Non, c'est pas ce que je dis. Ces gens-là, ils ont cravaché, ils ont bossé dur pour avoir leur diplôme. Je suis pas contre cette idée du tout, mais je rappelle que l'ouvrier qui bosse dans le bâtiment de 8h jusqu'à 17-18h, lui il fait ça 40 ans toute sa vie et personne vient de l'applaudir en disant bah oui vous avez travaillé dur monsieur. Non, lui il peut aller se faire foutre. Par contre celui qui a fait 5 ans d'études, alors là faut l'applaudir jusqu'à la fin de ses jours parce que mon Dieu, oh là là, vous vous rendez compte, il a révisé en étant assis 8 heures par jour devant une tablette, devant un cahier ou je sais pas quoi. Moi c'est pour ça m'a toujours un peu dérangé quelque part cette fascination pour ceux qui font des études alors que ouais, non, en fait, on les a mis là-dedans, ils avaient des prédispositions à étudier, parce qu'il faut comprendre également que ceux qui réussissent dans les études, c'est ceux qui ont des prédispositions pour ça, des prédispositions qui sont très souvent d'ordre génétique. Moi j'ai remarqué, tous mes potes qui ont fait ingénieur, généralement j'ai remarqué quoi dans leur famille, il y avait des ingénieurs, il y avait des profs, il y avait des mathématiciens, il y avait un environnement comme ça qui gravitait autour de ces mecs-là. Et puis bien évidemment, avec la transmission génétique, ils étaient beaucoup plus intelligents que la moyenne. Alors que bon, moi je viens d'une famille de prolos, je veux dire, sans vouloir critiquer trop ma famille, il n'y a pas vraiment de grands diplômés dans ma famille, loin de là. Bon, je le vois bien sur mon rapport aux maths, mon rapport à des trucs un peu complexes, par rapport à des calculs, des trucs comme ça, je suis complètement largué, je comprends absolument rien. Donc voilà, moi j'ai un peu du mal en fait à respecter des gens qui ont déjà eu, je veux dire, le pied à l'étrier dès le départ, quoi. Même s'il y a une force de travail derrière, je ne dis pas le contraire. Et je sais plus où j'en étais, mais en gros, je m'égare encore une fois de plus. Mais excusez-moi, hein, je suis en freestyle, hein, je suis juste en impro. Hein. Mais en gros, voilà, tiens, je vais parler de ça. Oui, alors donc, c'est vu comme les valeurs de patriotisme, etc. Comme parce qu'à un moment, Tapi dans la série, et je l'avais vu, il me semble, dans une vidéo dire ça, où il dit que la France, c'est le pays qui a inventé l'automobile, le radiophone, je pense, l'aviation, le train, enfin ce que vous voulez, en fait, le gros des inventions modernes, c'est la France. Et comme il dit, c'est quand même bizarre que les Français qui ont pourtant tout inventé, tout ce qui a révolutionné le siècle, n'aient pas cette envie d'aller de l'avant.
Et honnêtement, c'est pour ça, je pense qu'il est respecté encore aujourd'hui et qu'il a autant de fans et qu'il est autant adulé. C'est parce qu'il avait cette niaque, il avait ce côté meneur d'homme et il avait cette positivité en lui, cette énergie. Et même encore même quand il avait son cancer, il avait encore cette flamme, il avait encore ce tigre en lui. Ce mec-là, c'était un meneur d'homme. Il aurait pas dû, je pense, aller dans la politique. Il aurait dû s'orienter dans le développement personnel. Il aurait fait un carton. Et de toute façon, il en a fait un petit peu, mais ce mec-là, c'était une pile électrique. Fallait qu'il touche à tout. Et malheureusement, il est né en France. Et en France, justement, je pense que c'est le pays justement qui était le plus mal. Je pense que c'était peut-être le pire pays pour ce genre de mindset. Il aurait été aux États-Unis, le mec, il aurait fini comme Jeff Bezos, c'est sûr. Le seul problème à son idée de capitalisme, je veux dire pour faire de l'argent, etc. Alors moi j'ai rien contre l'idée de faire du pognon, hein, pas du tout. Le problème c'est que le capitalisme est en train, et là on le voit actuellement, j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver à un niveau, je pars encore en freestyle, hein, je vous le dis, hein, je pars vraiment dans l'analyse, c'est que j'ai l'impression que malheureusement, enfin ce qu'on a vu dans cette série, le différentiel entre la vision du monde, entre les prolos de la base et ceux issus des écoles privées, malheureusement, il y a un fossé entre ces deux-là, il faut être honnête, hein. Je connais pas beaucoup de prolos qui fréquentent de Bourges ou de classe moyenne supérieure qui ont fait des grandes écoles, comme je connais pas des gens de grandes écoles qui fréquentent des prolos, eh bien je pense que ce fossé va de plus en plus s'agrandir avec le temps, parce que je rappelle que dans les années 70 par exemple, j'avais vu un graphique là-dessus, alors malheureusement je l'ai perdu, mais en gros c'était je crois 30% des gosses issus de milieux populaires, de milieux ouvriers, arrivaient à devenir ingénieurs, alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est que 4 ou 5% de prolos, de fils de prolos qui arrivent à finir ingénieurs. Le reste, c'est que des enfants d'ingénieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une reproduction sociale, presque une consanguinité sociale, et malheureusement, ça ne va faire que s'agrandir, ça va faire que s'écarter, et je pense que l'avenir de la France va être assez compromis parce que malheureusement, les gens vont être de plus en plus divisés. Ils vont avoir de moins en moins de choses à se dire, de moins en moins de choses en commun, et ça ne pourra pas, je veux dire, aller dans quelque chose de positif en réalité. Parce que les prolos sont complètement déconnectés des plus hauts, en fait, des bourges, etc. Les bourges, ils voient les prolos, les pauvres, comme des sous-hommes, des esclaves, corvéables à merci, vraiment comme une sous-humanité. Je déconne pas quand je dis ça, hein, c'est une réalité. Et malheureusement, le truc, c'est que, j'ai pas vraiment de solution par rapport à tout ça, parce que par exemple, on parle d'école privée, mais pour moi, l'école privée, c'est une aberration. Ça ne devrait pas exister. Si on va être égalitaire jusqu'au bout, pourquoi il y a des écoles privées si dans ces cas-là, égalité, liberté, égalité, fraternité, pourquoi il y a des écoles privées si je veux dire, s'il est censé y avoir une égalité, s'il est censé y avoir une réelle égalité des chances, toutes les écoles devraient être pareilles, on ne devrait pas avoir d'école privée, or si, et ça c'est une espèce de mensonge qui est insupportable à mes yeux, cette espèce d'hypocrisie en mode où tout le monde a droit à sa chance, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça, c'est que les pauvres et ceux qui sont destinés à rester en bas de l'échelle sociale, ils iront dans le public, et les autres qui connaissent à peu près les combines, comment ça marche, ils envoient leurs gamins dans le privé, pour que justement ils échappent à ce que les gamins du public doivent bouffer, c'est-à-dire la diversité, la violence, l'absence de perspective sociale réelle, hein, parce que c'est une réalité. Moi, je viens du public, je vois ce que c'était. Enfin, je viens du public, je me rappelle bien de ce que c'était déjà à l'époque, et c'était vraiment pas Jojo. Franchement, j'en ai que des mauvais souvenirs entre les Kaira, les Cassos, c'était vraiment pas le top. Et par contre, moi, tous ceux que je connais qui ont vécu qui sont passés par des écoles privées, mais c'était le paradis, quoi. Ils se rendent pas compte, mais ils ont vécu leur best life, quoi. Et le truc, c'est que il y a le fossé qui se crée, et malheureusement, que va faire quelqu'un quand il réussit? Un prolo, une classe moyenne réussie, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre ses gosses dans le privé. On est tous un petit peu baisés à ce niveau-là, on a tous le doigt dans l'engrenage, et même moi, si j'arrive à gagner de l'argent, qu'est-ce que je ferais de mes gosses? Je les mettrais dans le privé. Donc on est un peu pris en mode on est un peu embarqué là-dedans, et malheureusement, ça va pas aller dans le bon sens. Je pense que pour réconcilier les Français, il faudrait complètement dégager les écoles privées, et vraiment définitivement en faire des établissements publics, ou envoyer les gosses du privé dans le public, avec les gueux, avec tous les autres. Alors ils vont prendre très très cher, c'est sûr et certain, par les lascars et les cassos, c'est sûr et certain, mais ça poussera peut-être certains parents d'élèves qui ont une certaine influence dans l'appareil d'État, de modifier certaines lois pour faire en sorte que ce soit un peu plus réglo, hein, pour faire en sorte que enfin les écoles deviennent des endroits vivables, parce qu'il se passe des trucs de dingue dans le public, entre le harcèlement scolaire, la violence, les profs qui disent rien, qui s'en foutent complètement quand des gamins se font bolos, ça, il n'y a pas ça dans les écoles privées, hein. Dans les écoles privées, tout va bien, les gamins ils s'en sortent nickel, moi j'en ai connu très très peu qui étaient traumatisés de leur école privée, hein. J'en ai connu très peu qui gardent des mauvais souvenirs. Par contre, des gamins qui ont fait du public et qui en sont ressortis en morceaux, je peux vous en présenter des tas, hein. Bref, en tout cas, je m'égare par rapport au sujet. Vous allez me demander pourquoi je dis ça, parce que quelque part Tapi incarnait cette volonté, cette rage de s'en sortir, cette énergie positive de vouloir créer, de vouloir construire, de vouloir devenir riche. Le problème, c'est que la richesse le désir de richesse finit par avoir quelque part une espèce de plafond. Là maintenant, par exemple, les enfants Tapi, lui, il les a pas mis dans le privé, hein. Enfin, il les a pas mis dans le public, il les a mis dans le privé. Je sais pas trop ce qu'ils foutent maintenant. Je sais que là, il y a dernièrement le petit-fils Tapi qui s'est fait embrouiller, qui a sorti une histoire de mytho, comme quoi il aurait couché un lascar avec un crochet. Bon, ça, j'y crois moyen, tout en abandonnant ses potes, mais ça, c'est encore autre chose. Pour ceux qui suivent la presse, vous verrez à peu près de quoi je veux parler. Mais en tout cas,
Je m'égare un peu, hein, parce que j'avais pourtant tout un papier, je devais faire que de l'impro, mais finalement ouais, il y a plein de trucs que je dois rater, j'imagine, dont je vais me rappeler quand je vais avoir terminé, quand je vais faire le montage. Mais en gros, voilà, sujet à réflexion, que va devenir la France? Je pense que, enfin, je suis assez pessimiste par rapport au rapport humain, je parle vraiment pas au point de vue économique, au point de vue diplomatique, ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports humains. Et malheureusement, les rapports humains entre les Français vont faire que s'écarter un peu plus. Il va y avoir de moins en moins de fraternité réelle, de moins en moins. Enfin, je le ressens déjà dans l'ambiance. Je vois bien que l'ambiance est radicalement différente entre aujourd'hui et le début des années 2000, par exemple, comme elle était très différente de celle des années 2010. Enfin, c'est encore un autre sujet. Tapi incarnait beaucoup de choses et par certains aspects, j'estime qu'il est admirable en fait par sa force de travail, par sa force de courage, par son ambition et surtout par sa vision. Parce que ce mec-là, c'était un visionnaire. Pour lui, c'était possible de il a ouvert la route quelque part à toute une génération de businessmen. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas tous forcément honnêtes, mais ils avaient tous au moins cet état d'esprit de conquérant capitaliste. Même si moi je suis très mitigé par rapport à cette vision, c'était pour moi une petite revanche du prolo sur les élites, une petite revanche sur la vie de quelqu'un de la base qui a justement voulu se hisser à un autre niveau, à un niveau qui était autre que celui qui lui était destiné. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire respect à Nana, respect pour ce que t'as fait. Voilà, bon bah écoute, hein, t'es critiquable certes, mais t'étais pas non plus un criminel de guerre, t'étais pas non plus, je veux dire Pol Pot ou des mecs comme ça. Donc c'est un peu malvenu, ça. C'était malvenu de ma part de t'avoir critiqué, voilà, de ton vivant et de ta mort. Donc respect pour ce que t'as fait, voilà, pour ton parcours. Et vous, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Excusez-moi, c'était un peu brouillon. Je suis parti dans tous les sens, mais mettez-vous à ma place, quoi. J'ai mon petit téléphone, j'ai même pas mon PC, j'ai rien, donc je dois tout faire en mode comme ça. Bref, donnez-moi votre avis. Et encore une fois, merci à tous mes abonnés, merci pour votre soutien, merci pour votre gentillesse, merci pour votre niaque, merci pour votre énergie, merci pour vos messages. Je me répète encore, désolé. Et on se dit à bientôt. Je vais faire un live lundi vers 20h. Donc pour ceux qui sont dispo, n'hésitez pas à passer me voir. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisous à tous et plus important encore, prenez bien soin de vous. Ciao.